Chapitre 9. Il entra, vociférant d'effroyables jurons, et me surprit au moment où je dissimulais son fils dans le buffet de la cuisine. Hareton avait une terreur salutaire de subir aussi bien les féroces accès de tendresse de son père que sa fureur de démon. Car dans un cas, il courait le risque d'être étouffé sous son étreinte et ses baisers, et dans l'autre, celui d'être jeté dans le feu ou précipité contre le mur. Et le pauvre petit se tenait parfaitement coi, où qu'il me vint en tête de le mettre. « Ah, je le trouve enfin !» s'écria Hindley en me tirant en arrière par la peau du cou comme un chien. « Par le ciel et l'enfer, vous avez juré entre vous de tuer cet enfant. Je comprends maintenant comment il se fait que je ne le rencontre jamais. Mais avec l'aide de Satan, je te ferai avaler le couteau à découper, Nelly. Tu n'as pas lieu de rire, car je viens de fourrer Kenneth, la tête la première dans le marais du cheval noir. Aussi bien de qu'un, d'ailleurs j'ai envie de tuer quelques-uns d'entre vous. Je n'aurai pas de repos que ça ne soit fait. » « Le couteau à découper ne me dit rien, monsieur Hindley, » répondis-je. « Il vient de fondre des hards en sort. Je préférerais être fusillé, ne vous en déplaise. »« Tu préférerais être damné, » reprit-il, « et tu le seras. Aucune loi en Angleterre ne peut empêcher un homme d'avoir une maison décente, et la mienne est abominable. Ouvre la bouche !» Il avait le couteau à la main, et il m'en enfonça la pointe entre les dents. Mais, quant à moi, je n'ai jamais eu très peur de ces extravagances. Je me mis à cracher en déclarant qu'il avait un goût détestable, que je n'en voulais à aucun prix. « Oh !» dit-il en me lâchant. « Je vois que cet affreux petit coquin n'est pas Hareton. Je te demande pardon, Nell. Si c'est lui, il mérite d'être écorché vif pour ne pas être accouru à ma rencontre et pour glapir comme si j'étais un gobelin. Viens ici, chiot dénaturé. Je t'apprendrai à tromper un père qui se laisse abuser dans la bonté de son cœur. Dis-moi, ne crois-tu pas que ce gamin aurait meilleur air si on lui coupait les oreilles? Cela rend les chiens plus féroces, et j'aime qu'on soit féroce. Donne-moi des ciseaux, féroce et soigné. D'ailleurs, c'est une affectation infernale, une vanité diabolique de tenir à ses oreilles. Nous sommes assez ânes sans elles. Paix, enfant, paix. Voyons donc, mon chéri. Allons, essuie tes yeux. Tu es un trésor. Embrasse-moi. Comment, tu ne veux pas? Embrasse-moi, Hareton. Sacre Dieu, embrasse-moi. Par Dieu, comme si j'allais élever pareil monstre. Aussi sûr que je vis, je vais casser le cou à ce moment-là. Le pauvre Hareton braillait et se débattait de toutes ses forces dans les bras de son père, et il redoubla de hurlements quand celui-ci l'emporta en haut de l'escalier et le haussa par-dessus la rampe. Je lui criai qu'il allait donner des convulsions à l'enfant et me précipitai pour le sauver. Comme je les rejoignais, Hindley se pencha sur la rampe pour écouter un bruit qui montait d'en bas, oubliant presque ce qu'il tenait dans ses mains. « Qui est là ?» demanda-t-il en entendant quelqu'un s'approcher du pied de l'escalier. Je me penchai aussi afin de faire signe à Heathcliff, dont j'avais reconnu le pas, de ne point avancer. Et à l'instant où je quittais Hareton du regard, l'enfant eut un sursaut brusque, se dégagea des mains négligentes qui le retenaient et tomba. À peine eûmes-nous le temps de frissonner d'horreur avant de voir que le pauvre petit était sain et sauf. Heathcliff était arrivé au-dessous de lui juste au moment critique. D'un geste instinctif, il l'attrapa au vol, le remit sur ses pieds et leva les yeux pour découvrir l'auteur de l'accident. Un avare qui s'est défait d'un billet de loterie gagnant pour 5 shillings et qui découvre le lendemain qu'il a perdu 5000 livres à ce marché n'aurait pas l'air plus décontenancé que lui quand il aperçut en haut la silhouette de M. Earnshaw. Sa physionomie exprimait, plus clairement qu'aucune parole n'aurait pu le faire, l'intense dépit d'avoir contrecarré lui-même sa vengeance. S'il avait fait sombre, je crois qu'il aurait essayé de remédier à son erreur en fracassant le crâne de Hareton sur les marches.
Mais nous avions été témoins du sauvetage, et je fus bientôt en bas, serrant contre mon cœur la précieuse vie confiée à ma garde. Hindley descendit plus lentement, dégrisé et confus. « C'est de ta faute, Hélène, dit-il. Tu aurais dû le dérober à ma vue. Tu aurais dû me l'enlever. Est-il blessé quelque part ?»« Blessé » m'écriai-je avec colère. « S'il n'est pas blessé, il restera idiot. Oh, je m'étonne que sa mère ne surgisse pas de sa tombe, à voir comment vous en usez avec lui. Vous êtes pire qu'un païen. Traitez de cette manière votre chair et votre sang. » Il essaya de toucher l'enfant qui, dès qu'il s'était trouvé avec moi, avait interrompu ses sanglots de terreur. Au premier doigt que son père posa sur lui, il recommença à crier de plus belle, comme s'il allait entrer en convulsion. « Laissez-le tranquille, dis-je, il vous déteste. Tout le monde vous déteste, voilà la vérité. Vous avez là une heureuse famille et vous vous êtes mis dans un joli état. » « J'en viendrai à un état plus joli encore, Nelly, » ricana l'égaré en recouvrant sa dureté. « À présent va-t'en et emporte-le. Quant à toi, Heathcliff, écoute-moi. Débarrasse le plancher toi aussi. Reste hors de ma portée et loin de mes oreilles. Je ne voudrais pas te tuer cette nuit, à moins que je ne mette d'aventure le feu à la maison. Cela dépendra de ma fantaisie. » Ce disant, il saisit une pinte d'eau-de-vie dans le buffet et s'en versa un grand verre. « Non, suppliai-je, je vous en prie, monsieur Hindley, prenez garde. Ayez pitié de ce malheureux enfant si vous n'avez pas souci de vous-même. »« N'importe qui lui sera d'un meilleur secours, » répondit-il. « Ayez pitié de votre âme, dis-je, en essayant de lui enlever le verre de la main. Moi, au contraire, j'aurais grand plaisir à l'envoyer à la perdition pour punir son créateur, blasphéma-t-il. Je bois de tout cœur à sa damnation. Il avala l'alcool et nous ordonna impatiemment de déguerpir, en terminant son injonction par une série d'horribles imprécations, trop affreuses pour qu'on les répète ou qu'on se les rappelle. « C'est dommage qu'il ne puisse pas se tuer de boisson, » observa Heathcliff, murmurant des malédictions en écho quand la porte se fut refermée. Il fait de son mieux, mais sa constitution lui tient tête. M. Kenneth déclare qu'il gagerait sa jument qu'il survivra à quiconque de ce côté-ci de Gimmerton, et qu'il ne descendra dans la tombe avec ses péchés que le chef blanc, à moins de quelque heureux hasard hors du commun. J'allai dans la cuisine et je m'assis pour bercer mon agnelet. Je crus que Heathcliff s'en allait à la grange. Il apparut plus tard qu'il avait seulement fait le tour de la banquette et qu'il s'était jeté sur un banc contre le mur, à l'écart du feu, en gardant le silence. Je berçai Hareton sur mes genoux en fredonnant une chanson qui commençait ainsi. Au mi-temps de la nuit, les petiots ont gémi, et dans sa tombe, la maman les entendit. Quand Miss Cathy, qui de sa chambre avait écouté le tintamarre, passa la tête et murmura « Es-tu seule, Nelly ?»« Oui, miss, » répondis-je. Elle entra et s'approcha de l'âtre. Moi, supposant qu'elle allait dire quelque chose, je levai les yeux. Sa physionomie semblait troublée et anxieuse. Elle avait les lèvres entr'ouvertes, comme si elle voulait parler, et elle retint son souffle, mais pour l'exhaler dans un soupir au lieu d'une phrase. Je me remis à chanter, n'ayant pas oublié sa conduite récente. « Où est Heathcliff ?» demanda-t-elle, m'interrompant. « Dans l'écurie, à son travail, » répondis-je. Il ne me contredit pas, peut-être était-il assoupi. Un autre long silence suivit, pendant lequel je vis une larme ou deux couler de la joue de Catherine sur les dalles. « Regrette-t-elle sa honteuse conduite ?» me demandai-je. « Ce serait du nouveau. Bah, qu'elle en vienne au fait comme elle voudra. Je ne l'aiderai pas. » Mais non, elle ne se souciait de rien en dehors de ce qui l'intéressait personnellement. « Hélas !» s'écria-t-elle enfin. « Je suis bien malheureuse. »« C'est dommage, » observai-je. « Vous êtes difficile à contenter. Tant d'amis, si peu de soucis, et pourtant pas satisfaite. »« Nelly, me garderas-tu un secret ?
poursuivit-elle, s'agenouillant près de moi et levant ses yeux enjôleurs vers mon visage, avec cette sorte de regard qui chasse la mauvaise humeur, même lorsqu'on a toutes les raisons du monde de s'y abandonner. « Vaut-il la peine d'être gardé ?» demandai-je d'un ton moins revêche. « Oui, il me tracasse et il faut que je m'en décharge. Je veux savoir ce que je dois faire. Edgar Linton m'a demandé aujourd'hui de l'épouser et je lui ai donné ma réponse. Maintenant, avant que je te dise si elle fut un consentement ou un refus, dis-moi, toi, ce qu'elle aurait dû être. »« Vraiment, Miss Catherine, comment le saurais-je » répondis-je. « À coup sûr, étant donné le spectacle que vous lui avez offert cet après-midi, je dirais qu'il serait sage de refuser. Dès lors qu'il vous a fait sa demande après ça, il doit être d'une stupidité sans espoir ou d'une folle témérité. »« Si tu parles ainsi, je ne te dirai plus rien, » répartit-elle, piquée en se relevant. « J'ai accepté, Nelly. Dis-moi vite si j'ai eu tort. »« Vous avez accepté, alors à quoi bon discuter ? Vous avez donné votre parole, vous ne pouvez plus vous en dédire. »« Mais dis-moi si j'ai bien fait. »« Dis-le-moi » s'écria-t-elle d'un ton irrité en frottant ses mains l'une contre l'autre et en fronçant les sourcils. Il y a bien des choses à considérer avant de pouvoir répondre à cette question comme il convient, dis-je sentencieusement. Avant tout et surtout, aimez-vous monsieur Edgar ? Qui ne l'aimerait ? Naturellement que je l'aime, répondit-elle. Sur quoi je la fis passer par le catéchisme qui suit, assez judicieux pour une fille de 22 ans. Pourquoi l'aimez-vous, Miss Cathy ? Sottise, je l'aime, ça suffit. Pas du tout, il faut dire pourquoi. Eh bien, parce qu'il est beau et d'agréable compagnie. Mauvaise raison, fut mon commentaire. Et parce qu'il est jeune et joyeux. Mauvaise raison encore. Et parce qu'il m'aime. Cela ne compte guère, vu le rang qu'il occupe dans vos raisons. Et il sera riche, et je serai content d'être la plus grande dame du voisinage, et je serai fière d'avoir un pareil mari. Pis que tout. Et maintenant, dites-moi comment vous l'aimez. Comme tout le monde aime. Tu es sotte, Nelly. Pas du tout. Répondez. J'aime le sol qu'il foule, l'air qui l'entoure, et tout ce qu'il touche, et tout ce qu'il dit. J'aime toutes ses expressions et tous ses gestes. Je l'aime entièrement et complètement. Voilà. Et pourquoi ? Non, tu tournes la chose en plaisanterie. C'est excessivement cruel. Ce n'est pas une plaisanterie pour moi, dit la jeune demoiselle, se renfrognant et tournant son visage vers le feu. Je suis très loin de plaisanter, Miss Catherine, répondis-je. Vous aimez monsieur Edgar parce qu'il est beau, qu'il est jeune et joyeux, et riche et qu'il vous aime. La dernière raison, toutefois, ne compte pas. Vous l'aimeriez sans cela, probablement. Et avec cela, vous ne l'aimeriez pas s'il ne possédait les 4 premiers attraits. Non, assurément pas. J'aurais seulement pitié de lui, peut-être même le détesterais-je, s'il était laid et si c'était un rustre. Mais il y a d'autres beaux et riches jeunes gens de par le monde. Peut-être même y en a-t-il de plus beaux et plus riches que lui. Qu'est-ce qui vous empêcherait de les aimer ? S'il y en a, ils sont restés en dehors de mon chemin. Je n'en ai vu aucun qui fût comme Edgar. Vous en verrez peut-être. Et lui ne sera pas toujours aussi beau ni aussi jeune. Il pourra même n'être pas toujours riche. Il l'est pour l'instant, et je n'ai affaire qu'au présent. J'aimerais que tu parles raison. Eh bien, cela tranche la question. Si vous n'avez affaire qu'au présent, épousez M. Linton. Je n'ai pas besoin de ta permission pour cela. Je l'épouserai. Et pourtant, tu ne m'as pas dit si j'ai raison. Parfaitement raison, si les gens ont raison de se marier que pour le présent. Et maintenant, voyons un peu ce qui vous rend chagrine. Votre frère sera content. Le vieux monsieur et la vieille dame ne feront pas de difficultés, je crois. Vous troquerez une maison où règne le désordre et l'inconfort pour une maison riche et respectable. Et vous aimez Edgar et Edgar vous aime. Tout paraît simple et facile. Où est l'obstacle ? Ici et ici, répondit Catherine en se frappant le front d'une main et la poitrine de l'autre. Où qu'habite l'âme ? En mon âme et conscience, je suis convaincue que j'ai tort. C'est bien étrange, je ne saisis pas. C'est mon secret.
Pourtant, si tu t'abstiens de te moquer de moi, je te l'expliquerai. Je ne puis pas le faire très nettement, mais je te ferai un peu sentir ce que je sens. » Elle se rassit près de moi. Sa physionomie ne fit plus triste et plus grave, et ses mains jointes se mirent à trembler. « Nelly, n'as-tu jamais de rêves bizarres ?» demanda-t-elle soudain, après quelques minutes de réflexion. « Si, de temps en temps, » répondis-je. « Moi aussi. J'ai fait dans ma vie des rêves qui me sont toujours restés présents dans la suite et qui ont transformé mes idées. Ils se sont mêlés à moi comme le vin à l'eau, et ils ont changé la couleur de mon esprit. En voici un. Je vais te le raconter, mais garde-toi de rire à aucun moment. »« Oh non, Miss Catherine, n'en faites rien, » m'écriai-je. « Nous sommes assez sombres comme ça sans évoquer des visions et des fantômes pour nous troubler. Allons, allons, soyez joyeuse, soyez vous-même. Regardez le petit Ayrton. Il ne rêve à rien de lugubre, lui. Comme il sourit suavement dans son sommeil. Oui, et comme son père jure suavement dans sa solitude. Tu te souviens de lui, sûrement, quand il était tout pareil à ce petit être potelé, presque aussi jeune et aussi innocent. Quoi qu'il en soit, Nelly, je te forcerai à m'écouter. Ce ne sera pas long, et je suis incapable d'être gaie ce soir. « Je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre, » répétai-je vivement. J'avais la superstition des rêves en ce temps-là, et je l'ai encore. D'ailleurs, il y avait chez Catherine une veine sombre inaccoutumée qui me faisait craindre d'entendre quelque chose dont je pourrais faire un présage et l'annonce d'une redoutable catastrophe. Elle fut contrariée, mais elle ne continua pas. Abordant en apparence un autre sujet, elle reprit bientôt. « Si j'étais au ciel, Nelly, je serais extrêmement malheureuse. »« C'est que vous n'êtes pas faite pour y aller, » répondis-je. « Tous les pécheurs seraient malheureux au ciel. »« Ce n'est pas cela. J'ai rêvé une fois que j'y étais. »« Je vous dis que je ne veux pas écouter vos rêves, Miss Catherine. Je vais aller au lit, » protestai-je à nouveau. Elle rit et me retint, car j'avais fait un mouvement pour quitter ma chaise. « Mais ce n'est rien, » s'écria-t-elle. « J'allais seulement dire que le ciel ne m'est pas apparu comme mon chez-moi, et je pleurais à cœur fendre du désir de retourner sur la terre. Et les anges étaient si en colère qu'ils me précipitèrent en pleine lande, au faîte de Hurlevent, où je me réveillai en sanglotant de joie. Ce n'est pas plus mon affaire d'épouser Edgar Linton que ce ne l'est d'être au ciel. Et si le méchant homme qui est là n'avait pas avili Heathcliff comme il l'a fait, je n'y aurais pas songé. Ce serait me dégrader que d'épouser maintenant Heathcliff. Aussi ne saura-t-il jamais combien je l'aime, et cela non parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est davantage moi-même que je ne le suis. De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles, et celle de Linton est aussi différente d'elle qu'un rayon de lune, d'un éclair ou le gel du feu. Avant que ce discours fût terminé, je me rendis compte que Heathcliff était là. Ayant entendu un léger mouvement, je tournai la tête, et je le vis se lever de son banc et se glisser sans bruit au dehors. Il avait écouté jusqu'au moment où il avait entendu Catherine dire qu'elle se dégraderait en l'épousant, après quoi il n'était pas resté pour en entendre davantage. Le dossier de la banquette empêcha ma compagne, assise sur le sol, de remarquer sa présence ou son départ, mais je tressaillis et lui fis signe de baisser la voix. « Pourquoi ?» demanda-t-elle en regardant nerveusement autour d'elle. « Joseph est là, » répondis-je, car j'avais perçu opportunément le roulement de sa charrette sur la route, et Heathcliff va rentrer avec lui. Je ne suis pas sûre qu'il n'était pas près de la porte il y a un instant. « Oh, il ne pourrait pas m'entendre de la porte, dit-elle. Donne-moi Ayrton pendant que tu prépareras le souper, et quand ce sera prêt, invite-moi à souper avec toi. Je veux tromper ma conscience troublée et me persuader que Heathcliff n'a aucune notion de ces choses. C'est vrai, n'est-ce pas? Il ne sait pas ce que c'est que d'être amoureux. Je ne vois pas de raison pour qu'il ne le sache pas aussi bien que vous, répondis-je. Et si c'est vous qui l'a choisi, il sera la créature la plus infortunée qui ait jamais vu le jour. Dès l'instant que vous devenez Miss Linton, il perd son ami, son amour, tout. Vous êtes-vous demandé comment vous supporterez la séparation, et comment il supportera, lui, d'être entièrement abandonné en ce monde,
Car, Miss Catherine, lui entièrement abandonné, nous séparer, s'écria-t-elle avec un accent d'indignation. Qui nous séparera? Je te prie. Celui qui le tenterait aurait le sort de Milone de Crotone. Il n'en sera rien tant que je vivrai, Hélène, pas pour qui que ce soit en ce monde. Tous les Linton de la terre pourraient se réduire à néant avant que je consente à abandonner Heathcliff. Oh, ce n'est pas là mon intention, ce n'est pas là ma pensée. Je ne serais pas Mrs. Linton si l'on exigeait de moi pareil prix. Il restera pour moi toute sa vie ce qu'il a été. Edgar devra se défaire de son antipathie et tout en moins le tolérer. C'est ce qu'il fera quand il saura ce que sont mes véritables sentiments à l'égard de Heathcliff. Nelly, je le vois maintenant, tu me tiens pour une misérable égoïste, mais ne t'est-il jamais venu à l'esprit que si nous nous mariions, Heathcliff et moi, nous serions des gueux, tandis que si j'épouse Linton, je puis aider Heathcliff à se relever et le soustraire au pouvoir de mon frère. « Avec l'argent de votre mari, Miss Catherine ?» demandai-je. « Vous ne le trouverez pas aussi souple que vous l'escomptez, et bien qu'il ne m'appartienne guère d'en juger, je crois que c'est là le plus mauvais motif que vous ayez encore invoqué pour épouser le jeune Linton. » « Mais non, répliqua-t-elle, c'est le meilleur. Les autres tendaient à satisfaire mes penchants ou bien se rapportaient à Edgar et à sa propre satisfaction. Mais celui-ci se rapporte à quelqu'un qui réunit dans sa personne ce que je ressens pour Edgar et pour moi-même. C'est quelque chose que je ne parviens pas à exprimer. Mais tu as sûrement l'idée, comme tout le monde, qu'il y a ou qu'il devrait y avoir une existence pour toi au-delà de toi-même. À quoi servirait-il que j'ai été créée si j'étais contre nue tout ici-bas? Mes grandes souffrances en ce monde ont été les souffrances de Heathcliff. Je les ai toutes observées et ressenties dès le début. Ma grande pensée dans la vie, c'est lui-même. Si tout le reste périssait et qu'il demeurât à lui, je continuerais d'être, moi aussi. Et si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait formidablement étranger. Je ne semblerais plus en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage des bois. Le temps le changera, je m'en rends bien compte, comme l'hiver change les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble au roc éternel du sous-sol. Source de peu de joie visible, mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff. Il m'est toujours présente à l'esprit. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi donc, ne parle plus de notre séparation. Elle est impossible et... Elle s'arrêta et cacha son visage dans les plis de ma robe. Mais je la repoussai avec force. Sa folie mettait ma patience à bout. « Si je puis tirer un sens de ce fatras insensé, Miss, répondis-je, il ne sert qu'à me convaincre que vous êtes ignorante des devoirs auxquels on s'engage en se mariant, ou bien que vous êtes une fille perverse, sans principe. Mais ne m'embarrassez plus d'autres secrets, je ne promets pas de les garder. »« Tu garderas celui-ci » demanda-t-elle vivement. « Non, je ne promets rien, » répétai-je. Elle allait insister, quand l'entrée de Joseph mit un terme à notre conversation. Sur quoi Catherine transporta sa chaise dans un coin et se mit à bercer Hareton pendant que je faisais le souper. Quand il fut prêt, nous commençâmes à nous quereller, Joseph et moi, pour savoir qui apporterait sa part à M. Brindley, et nous ne tranchâmes pas la question avant que tout eût refroidi. Nous convînmes alors d'attendre qu'il appelât lui-même, s'il voulait quelque chose, car nous redoutions particulièrement d'aller le trouver quand il était resté quelque temps seul. « Comment que Svoria est-il parvenu des chiens à se taire? Qui fait encore ce grain feignant ?» demanda le vieil homme en cherchant Heathcliff du regard. « Je vais l'appeler, » répondis-je. « Il est sans doute dans la grange. » J'allais l'appeler, mais je n'obtins pas de réponse. À mon retour, je chuchotai à Catherine qu'il avait sûrement entendu une bonne part de ce qu'elle avait dit, et je lui rapportai que je l'avais vue quitter la cuisine au moment même où elle se plaignait du comportement de son frère envers lui. Elle bondit de frayeur.
jeta Ayrton sur la banquette et courut chercher son amie, sans prendre le temps de se demander pourquoi elle était si troublée, ni comment ses paroles avaient pu l'affecter. Elle resta si longtemps absente que Joseph proposa de ne plus attendre. Il conjectura finement qu'il restait à l'écart pour éviter d'entendre son interminable bénédicité. « Ils étaient assez mauvais pour avouer les plus vilaines manières, » affirma-t-il. Et à leur intention, il ajouta ce soir-là une prière spéciale à l'habituelle imploration d'un quart d'heure qui précédait chaque repas. Il en aurait même cousu une autre au bout du bénédicité si sa jeune maîtresse n'avait fait irruption tout à coup, en lui enjoignant précipitamment de courir sur la route pour trouver Heathcliff, ou qu'il s'en fût allé vagabonder, et de le faire rentrer sur le champ. « Je veux lui parler, il faut que je lui parle avant de monter, dit-elle. Et la grille est ouverte, il est quelque part où il ne peut pas m'entendre, car il n'a pas répondu, bien que j'aie crié de toutes mes forces en haut du parc à moutons. » Joseph fit tout d'abord des difficultés, mais elle prenait la chose trop à cœur pour souffrir la contradiction, de sorte qu'il finit par mettre son chapeau sur sa tête et par sortir en grommelant. Cependant, Catherine marchait de long en large en s'exclamant. « Je me demande où il est, je me demande où il peut bien être. Qu'est-ce que j'ai dit, Nelly? J'ai oublié. A-t-il été blessé par ma mauvaise humeur de l'après-midi? Mon Dieu, dis-moi ce que j'ai fait pour le peiner. Comme je voudrais qu'il revienne. » « Voilà bien du bruit pour rien, » m'écriai-je, quoique je fusse moi-même assez inquiète. « Vous vous effrayez d'une bagatelle. Sûrement ce n'est pas un grand sujet d'alarme que Heathcliff fasse une promenade au clair de lune sur la lande, ou même qu'il soit allé se tapir dans le grenier à foin et qu'il boude trop pour nous parler. Je parie qu'il est caché là. Vous allez voir si je ne le déniche pas. » Je partis pour reprendre mes recherches, mais leur résultat fut décevant, et la quête de Joseph se termina de la même manière. « Ce gars-là, il vient de pire en pire, » observa-t-il en rentrant. « Il a laissé la grille grande ouverte et le poney de mise à piétiner des rangs de blé en passant au travers pour s'en aller tout droit dans le pré. C'est sûr que le maître fera un raffut du diable demain matin, et il aura raison. Il est la pintasse même avec des créatures aussi sans soin abominables. La pintasse même. Mais il ne le sera point toujours, vous le verrez, tout stin que vous êtes. Vous lui aurez pas fait perdre la tête pour rien. »« As-tu trouvé Heathcliff, Anne que tu es ?» dit Catherine coupant court à sa tirade. « L'as-tu cherché comme je t'en avais donné l'ordre ?»« J'aurais plutôt été chercher le cheval, répondit-il. Ça aurait plus de sens. Mais on peut chercher ni de cheval ni d'homme par une nuit pareille. Il fait noir comme dans une cheminée. Heathcliff n'est pas un gars à venir quand c'est moi qui siffle. Peut-être bien qu'il sera moins dur d'oreille si c'est vous qui sifflez. » C'était en effet une soirée bien sombre pour l'été. Les nuages semblaient annoncer l'orage, et je déclarai que ce que nous avions de mieux à faire était de rester tranquillement assis, car la pluie qui menaçait ramènerait sûrement Heathcliff à la maison, sans que nous prissions plus de peine. Catherine toutefois ne se laissa point calmer pour autant. Elle continua d'aller et venir de la grille à la porte, en proie à une agitation qui ne lui permettait de s'accorder aucun repos. En fin de compte, elle se posta de façon permanente près du mur, au bord de la route, et elle resta là, sans se soucier de mes remontrances, non plus que du tonnerre qui grondait, et des grosses gouttes qui commençaient à s'écraser autour d'elle, appelant par intervalles, puis écoutant, puis pleurant à chaudes larmes. Quand elle avait une bonne crise de larmes passionnées, elle l'emportait en cela sur Ayrton et sur n'importe quel enfant. Vers minuit, comme nous continuions à veiller, l'orage se déchaîna sur Hurlevent de toute sa fureur. La bourrasque faisait rage autant que le tonnerre, et l'un ou l'autre fendit un arbre à l'angle de la maison. Une énorme branche tomba en travers du toit et abattit une partie de la cheminée de l'est, en envoyant une pluie de pierres et de suie dans le feu de la cuisine.
Nous crûmes que la foudre était tombée au milieu de nous, et Joseph s'affaissa sur les genoux en implorant le Seigneur de se souvenir des patriarches Noé et Lot, et comme dans l'ancien temps, d'épargner les justes tout en frappant les impies. J'avais moi aussi le sentiment que ce devait être là un jugement à nos dépens. Le Jonas dans mon esprit était M. Earnshaw, et je secouai le bouton de porte de son repère pour reconnaître s'il vivait encore. Il répondit d'une voix passablement distincte et d'une manière qui amena mon compagnon à vociférer plus bruyamment que jamais, en plaidant pour qu'une ligne de partage fût nettement tracée entre les justes comme lui-même et les pécheurs comme son maître. Mais le tumulte s'apaisa en 20 minutes, nous laissant tous indemnes, excepté Cathy, qui fut complètement trempée du fait de son obstination à refuser de se mettre à l'abri et à rester dehors sans chapeau ni fichu pour avoir les cheveux et les vêtements imprégnés d'autant d'eau que possible. Elle rentra et s'étendit sur la banquette, ruisselante comme elle l'était, le visage tourné vers le dossier et enfoui dans ses mains. « Eh bien, Miss, m'écriai-je en lui touchant l'épaule, seriez-vous décidée à attraper la mort? Savez-vous quelle heure il est? 00:30. Allons, venez au lit. Il ne sert à rien d'attendre plus longtemps ce ridicule garçon. Il sera allé à Gimmerton, et maintenant il y restera. Il doit penser que nous ne l'avons pas attendu jusqu'à cette heure tardive, ou du moins il doit se dire que M. Hindley seul est debout. Il ne tient sans doute pas à se voir ouvrir la porte par le maître. « Non, non, il est point à Gimmerton, dit Joseph. Il n'y aurait rien d'étonnant qui soit au fin fond d'une fondrière. Cette visitation du ciel a point été pour rien, et je vous conseille de prendre garde, Miss. Ça sera votre tour la prochaine fois. Le ciel soit loué en toutes choses. Tout conspire au bien de ceux qu'il a choisis et triés avec la mauvaise graine. Vous savez ce qu'est dit l'Écriture? » Il se mit à citer divers textes, en nous référant aux chapitres et aux versets où nous pourrions les trouver. Après avoir vainement supplié l'entêté de se lever et de retirer ses vêtements mouillés, je les laissai, lui prêchant et elle grelottant, et m'en fus au lit avec le petit Hareton, qui dormait d'aussi bon cœur que si tout le monde avait fait de même autour de lui. J'entendis Joseph continuer à pérorer quelque temps, puis je distinguai son pas lent sur l'échelle et je tombai endormi. En descendant un peu plus tard que de coutume, je vis à la lueur des rayons du soleil qui filtraient à travers les fentes des volets, Miss Catherine toujours assise auprès de l'âtre. La porte de la salle était entr'ouverte et la lumière entrait par ses fenêtres, que personne n'avait fermées. Hindley était sorti de sa chambre et se tenait devant la cheminée de la cuisine, hagard et somnolent. « Qu'est-ce que tu as, Cathy ?» était-il en train de dire quand j'entrai. « Tu as l'air aussi pitoyable qu'un chiot noyé. Pourquoi es-tu si mouillée et si pâle, petite ?»« J'ai été trempée, » répondit-elle comme un regret. « J'ai froid, c'est tout. »« Oh, elle est intraitable » m'écriai-je, voyant que le maître était suffisamment dégrisé. « Elle s'est fait percer jusqu'aux os par l'averse d'hier soir, et elle a passé toute la nuit ici sans que j'aie pu la faire bouger. » M. Earnshaw nous regarda avec surprise. « Toute la nuit ?» répéta-t-il. « Qu'est-ce qui l'a fait rester debout? Pas la peur de l'orage, sûrement. Il y a des heures qu'il a cessé. » Ni elle ni moi ne tenions à mentionner l'absence de Heathcliff aussi longtemps que nous pouvions la cacher. Aussi répondis-je que je ne savais pourquoi elle s'était mise en tête de rester debout, et elle ne dit rien. L'air du matin était vif et frais. J'ouvris la fenêtre, et la pièce s'emplit des suaves odeurs du jardin. Mais Catherine m'interpella d'un ton chagrin. « Hélène, ferme la fenêtre, je suis transie !» Et elle claqua des dents tout en se pelotonnant près des braises presque éteintes. « Elle est malade, » dit Hindley en lui prenant le poignet. « C'est pour cela, je suppose, qu'elle n'a pas voulu se coucher. Sacre Dieu, je ne tiens pas à être tracassée encore ici par la maladie. Pourquoi t'es-tu fourrée sous la pluie ?»« Pour courir après les gars, comme d'habitude, » croissa Joseph, profitant de notre hésitation pour faire intervenir sa mauvaise langue. « Si j'étais de vous, maître, je leur claquerais la porte au nez à tous, qu'ils soient des messieurs ou rien de tel. Vous pouvez pas vous absenter un jour sans que ce chat de Linton
Ils viennent se glisser ici. Et Miss Nelly envia une fière péronnelle. Elle vous guette de la cuisine sitôt que vous entrez par une porte. Linton sort par l'autre. Et alors notre grande dame s'en va fréquenter pour son compte. C'est une belle conduite d'aller traîner par les champs à minuit passer avec cet affreux bohémien, ce fiefé démon de Heathcliff. Il croit que je suis aveugle, moi. Nenni, je n'ai rien de la sorte. J'ai vu le jeune Linton s'en venir et s'en aller. Je vous ai vu, vous. Il s'adressait à moi. Vaurienne, répugnante sorcière, bondir de votre chaise de vous encourir dans la salle dès que vous avez entendu les sabots du cheval du maître claquer sur la route. Silence, écouteur aux portes, s'écria Catherine. Je ne veux pas entendre tes insolences. Edgar Linton est venu hier par hasard, Bindley, et c'est moi qui lui ai dit de s'en aller, parce que je savais que tu n'aimerais pas le rencontrer dans l'état où tu étais. Tu mens, Cathy, sans aucun doute, répondit son frère, et tu es une maudite sotte. Mais peu importe, Linton pour le présent. Dis-moi, n'étais-tu pas avec Heathcliff la nuit dernière? La vérité cette fois. Tu n'as pas à craindre de lui nuire, car il m'a rendu service récemment, et j'aurais scrupule à lui rompre le cou. Pour ne pas risquer de le faire, je l'expédierai à son travail ce matin même. Et quand il sera parti, je vous conseille à tous d'être sur vos gardes. Je n'en aurai que plus de mauvaise humeur à décharger sur vous. Je n'ai pas vu Heathcliff de toute la nuit dernière, répondit Catherine, en commençant à sangloter amèrement. Et si tu le mets à la porte, je m'en irai avec lui. Mais peut-être n'en auras-tu pas l'occasion. Peut-être qu'il est parti. Ici, elle cessa de pouvoir réprimer son chagrin et le reste de ses paroles ne fut que son inarticulé. Hindley déversa sur elle un torrent d'insultes méprisantes et lui enjoignit d'aller immédiatement dans sa chambre si elle ne voulait pas avoir une meilleure raison de pleurer. Je la forçai à obéir et je n'oublierai jamais la scène qu'elle fit quand nous atteignîmes sa chambre. J'en fus terrifiée. Je crus qu'elle devenait folle et je suppliai Joseph de courir chercher le docteur. C'était comme il apparut un commencement de délire. M. Kenneth, dès qu'il la vit, la déclara dangereusement malade. Elle avait une fièvre cérébrale. Il la saigna et m'ordonna de ne lui donner que de l'eau de gruau et du petit lait, et de prendre garde qu'elle ne se jetât dans la cage de l'escalier ou par la fenêtre. Puis il partit, car il avait passablement à faire dans la paroisse, où les habitations étaient distantes en général de 2 ou 3 milles. Je ne puis prétendre avoir été une garde malade douce, et ni Joseph ni le maître ne m'allaient mieux à cet égard. Malgré cela, et bien que notre patiente fût aussi difficile et obstinée qu'une patiente peut l'être, elle s'en tira. La veille, Mrs. Linton nous fit plusieurs visites, bien sûr, et prétendit tout redresser, et nous semonça, et nous donna à tous des instructions. Et quand Catherine fut entrée en convalescence, elle insista pour l'emmener au manoir de la Grive, délivrance dont nous lui fûmes très reconnaissants. Mais la pauvre dame eut sujet de regretter sa bonté. Elle et son mari prirent tous deux la fièvre et moururent à quelques jours d'intervalle. Notre jeune demoiselle nous revint plus insolente, plus emportée et plus hautaine que jamais. Nous n'avions jamais eu de nouvelles de Heathcliff depuis le soir de l'orage, et un jour qu'elle avait mis ma patience à bout, j'eus le malheur de la rendre responsable de sa disparition. Ce qui était la pure vérité, comme elle le savait bien. À dater de cet instant, pendant plusieurs mois de temps, elle cessa toute relation avec moi, hors celle qu'on a avec une simple servante. Joseph lui aussi fut frappé d'interdit. Il persistait à vouloir lui dire ce qu'il pensait et à la sermonner comme si elle eût été une petite fille, alors qu'elle se considérait comme une femme et comme notre maîtresse, et qu'elle estimait que sa récente maladie lui donnait droit à des égards. D'ailleurs, le docteur avait dit qu'elle ne supporterait pas d'être contrariée. On devait lui laisser faire ses 4 volontés. Et ce n'était rien de moins qu'un meurtre, à ses yeux, que de lui tenir tête et de la contredire. Elle se tenait à l'écart de M. Earnshaw et de ses compagnons, et son frère, mis en garde par Kenneth et par les sérieuses menaces de crise qui accompagnaient souvent ses colères, lui accordait tout ce qui lui plaisait d'exiger et évitait en général d'exaspérer son tempérament fougueux.
Il était plutôt trop indulgent à ses caprices, non par affection, mais par orgueil. Il désirait vivement l'avoir conféré du crédit à la famille par une alliance avec les Linton. Et aussi longtemps qu'elle le laissait tranquille, elle pouvait bien nous fouler aux pieds comme des esclaves. Il s'en moquait. Edgar Linton, comme bien des gens l'ont été avant lui et le seront après lui, était fou d'elle. Et il se crut l'homme le plus heureux du monde le jour où il la conduisit à la chapelle de Gimmerton, 3 ans après la mort de son père. Ce fut bien à contre-cœur que je me laissai persuader de quitter Hurlevent pour l'accompagner ici. Le petit Ayrton allait sur ses 5 ans, et je venais de commencer à lui apprendre ses lettres. Nous nous séparâmes tristement, mais les larmes de Catherine eurent plus de pouvoir que les nôtres. Quand je refusais de partir et quand elle vit que ses supplications ne m'ébranlaient pas, elle alla se lamenter auprès de son mari et de son frère. Celui-ci m'offrit des gages magnifiques. Celui-là m'ordonna de faire mes paquets. Il n'avait plus besoin de femmes dans la maison, disait-il, maintenant qu'il n'y avait plus de maîtresse. Et quant à Ayrton, le ministre ne tarderait pas à le prendre en main. Il ne me restait donc qu'un parti à prendre, celui de faire ce qu'on m'ordonnait. Je dis à mon maître qu'il ne se débarrasserait de tous les gens convenables que pour courir plus vite à la ruine. J'embrassai Ayrton, et depuis lors il est devenu pour moi un étranger. C'est bien étrange à penser, mais je ne doute pas qu'il ait perdu tout souvenir d'Hélène Dean, et du temps où il était pour elle plus que le monde entier, comme elle pour lui. Mon intendante en était là de son récit, quand elle est venue à jeter un coup d'œil sur la pendule de la cheminée, et elle a été stupéfaite de voir les aiguilles marquer 1h30. Elle n'a pas voulu entendre parler de rester une seconde de plus. À vrai dire, j'inclinais moi-même à remettre la suite de l'histoire à plus tard. Et maintenant qu'elle a disparu pour aller se reposer et que j'ai passé encore 1 heure ou 2 à méditer, je vais faire appel à tout mon courage pour m'aller coucher moi aussi, en dépit d'un douloureux engourdissement de la tête et des membres.